Bonjour tout le monde, bienvenue à tous et à toutes à ce webinaire aujourd'hui. Nous sommes heureux de vous présenter ce webinaire avec nos invités spéciaux de l'Agence de la santé publique du Canada. Avant de commencer, j'aimerais vous dire que nous comprenons que la vaccination peut être un sujet délicat, voire controversé pour certains. Nous avons des experts avec nous aujourd'hui de la santé publique pour vous fournir des informations qui vous aideront au fond à prendre vos propres décisions par la suite. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que les documents de la présentation que vous voyez à l'écran se trouvent dans le panneau à droite de votre écran et que vous pouvez également utiliser ce panneau pour poser vos questions. On va tenter de répondre au plus grand nombre de questions possibles dans le cadre de ce webinaire aujourd'hui. Je suis accompagné de mes collègues Jean-Marc Usher, Rachel Ing, ainsi que de Nathalie Roux, sans quoi ce webinaire ne pourrait pas se faire, sans qui ce webinaire ne pourrait pas se faire. Et je présenterai plus formellement notre invité spécial dans quelques minutes. L'agenda aujourd'hui est assez simple, mais quand même un petit peu différent des webinaires qu'on a fait là, dans le passé. On va commencer par la présentation de Santé publique Canada. Cette présentation sera immédiatement suivie d'une période de questions et réponses avec nos invités. Et après la présentation et la période de questions-réponses avec Santé publique, bien, ça sera à mon tour et au tour de Jean-Marc de faire une brève présentation qui sera suivie par une autre période de questions et réponses. Alors, sans plus tarder, j'aimerais maintenant vous présenter formellement Monsieur Martin Joyal, notre invité spécial d'aujourd'hui. Il est accompagné de sa collègue Carrie Robinson. Donc, Monsieur Joyal est le directeur général de la politique stratégique du groupe de travail sur le déploiement de la vaccination contre la COVID-19 à l'Agence de la santé publique du Canada. Martin a été cadre dans la fonction publique fédérale au cours de la dernière décennie, travaillant notamment les relations intergouvernementales, les transports et l'infrastructure et la gestion des urgences. Il est aussi un grand fan des Blue Jays. Alors, Monsieur Joyal, la parole est à vous. Un gros merci, collègue. Comme M. Guénette l'a mentionné, mon nom est Martin Joal, je suis avec l'Agence de la santé publique du Canada. Et puis, je suis ravi d'être ici aujourd'hui avec vous, avec les membres de la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes. Un gros merci de votre invitation. Ça me fait un grand plaisir d'être ici parmi vous aujourd'hui pour vous présenter un peu un topo sur l'état de la campagne de vaccination, là, le déroulement de la campagne. Je voudrais préciser d'entrée de jeu que je ne suis pas un expert au niveau médical ou de la santé. Je suis surtout à l'agence pour essayer du mieux que je peux, tout de même, essayer de mener avec l'ensemble du groupe de travail qui a mené à contribution plusieurs personnes et différentes directions à l'Agence de la santé publique, amener à bien la campagne de la distribution des vaccins. Évidemment, ça va de soi. C'est un travail de collaboration extrêmement intime avec les provinces et territoires qui, eux, selon la distribution des compétences au Canada, c'est évidemment les provinces et territoires et les autorités locales qui sont responsables de l'administration comme telle des vaccins et le système de soins de santé. Mais évidemment, au niveau fédéral, on a misé beaucoup sur l'approvisionnement des vaccins, la distribution des vaccins, aussi un certain leadership sur les conseils qu'on peut donner aux différentes administrations quant à
donc, à l'élaboration de leur plan d'immunisation et leur programme d'immunisation. Donc, encore une fois, ravi d'être parmi vous. Je pense que ça serait... en tout cas, je ne voudrais pas commencer sans tout d'abord reconnaître les nombreux sacrifices et efforts par chacune de nous, tant au niveau des petites et grandes entreprises qu'au niveau individuel, communautaire. Ça a été un an et quelques assez difficile pour plusieurs. On en convient et je pense que c'est ça qui nous motive à tous les jours à l'agence, d'essayer de mettre toute la contribution pour essayer d'atténuer ou, espérons, peut-on le rêver un jour, en finir avec la pandémie. Donc, je vous remercie beaucoup de tout ça. Et comme je mentionnais en introduction, je suis content d'être ici aujourd'hui pour faire un peu un topo là, sur ce qui se passe avec la campagne. Au niveau à l'échelle nationale, les signes sont très encourageants. Donc, on a matière là à être un petit peu encouragé, mais il faut faire attention. On est dans la 3e vague et puis à tout moment, si on laisse tomber nos gardes, les résurgences sont possibles. Et aussi, on aime ça regarder ça d'un niveau pan-canadien ou national, mais il ne faut pas se leurrer, c'est très régionalisé. Il peut y avoir des hotspots un peu à tout moment à travers le pays, donc il faut rester extrêmement vigilant, malgré le fait qu'on voit vraiment là, la baisse générale des nombres de cas. Aussi, surtout de ce temps-là, la gravité des cas. Les cas qui ont besoin ou qui mènent à des hospitalisations ou aux soins intensifs, beaucoup diminué dans la 3e vague par rapport à la première et la 2e. Donc, des signes précurseurs qui sont un peu encourageants, mais encore une fois, comme je dis, faut rester vigilant. Si on peut aller à la diapo 2, donc, il y a beaucoup de choses dans les mesures et la campagne qui ont eu lieu au niveau de l'ensemble de la gestion de la pandémie, mais sur quoi j'ai travaillé pendant les derniers mois, plus particulièrement, c'est le déploiement de la vaccination, donc la campagne d'immunisation du Canada. Puis il y a les 7 grands éléments qui sont sur la diapo. Mais ce que j'aimerais surtout rappeler aux gens, c'est que vraiment à cause de l'augmentation de l'approvisionnement au cours des derniers mois, on voit vraiment l'accélération de l'accélération au niveau des provinces et territoires de pouvoir permettre de permettre et de administrer les premières doses et les deuxièmes doses. On voit même qu'il y a une accélération des deuxièmes doses qui commence à s'articuler dans certaines provinces, puis on voit les plans qui sortent pour vraiment accélérer la deuxième dose et sachant que vraiment, la meilleure immunité va venir avec la deuxième dose, je pense que 14 jours après la deuxième dose. Il est hyper important qu'on continue à encourager tout le monde tant de se présenter à leur première dose qu'à leur deuxième. Faut pas arrêter à mi-chemin, il faut continuer jusqu'à la deuxième dose. Donc là-dessus, puis même puis on en reviendra tantôt quand je parlerai du comité consultatif canadien, on est même à raccourcir un peu le délai. Donc, la science nous indique qu'il y a place à peut-être raccourcir même les délais. Et puis, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus les gens plus âgés se faire inviter à venir chercher leur deuxième dose plus tôt que prévu. Ça, c'est très encourageant aussi parce qu'on l'a vu la campagne que, comme je disais tantôt, les taux d'hospitalisation et les nombres de cas sont en chute, donc c'est à continuer. Si je peux aller à la diapo 5, on a beaucoup été fixé et le discours public a été très axé sur l'approvisionnement en vaccins pour les premiers mois. Et malgré certains petits pépins en début de cours, on est très fiers de ce que nos collègues dans les différents ministères qui ont négocié ces ententes et qui ont travaillé d'arrache-pied pour être vraiment parmi les premiers à l'international d'avoir ces ententes-là en place pour s'assurer que le Canada soit bien approvisionné et on a amplement de doses de vaccins. Puis, on est très fiers de pouvoir annoncer que même lundi, et on continue, on est rendu mercredi, mais lundi, on a dépassé les 30 millions de doses qui ont été distribuées à l'ensemble du pays. Et puis qu'on est rendu même à 62% de la population canadienne qui a déjà eu au moins accès à une première dose. Donc, les choses vont de bon train,
mais il ne faut pas lâcher. Et donc, ce sera une thématique qui va revenir à plusieurs reprises durant ma présentation ou mes mots d'introduction. C'est qu'il y a beaucoup de progrès, mais on n'est pas rendu, il faut continuer. Donc, j'ai mentionné un petit peu au début le Comité consultatif national sur l'immunisation, donc à la diapo 6. C'est un comité indépendant d'experts qui a beaucoup aidé le gouvernement à vraiment pouvoir venir avec les meilleures données probantes, la modélisation autant à l'international qu'au niveau domestique, toutes les études qui se passent au niveau universitaire, puis d'essayer de mettre ça ensemble pour vraiment pouvoir conseiller au niveau pan-canadien comment déployer la vaccination. Donc, vous avez vu il y a quelques mois, avec le Comité consultatif national, vraiment d'essayer d'élargir l'intervalle entre la première et la deuxième dose pour qu'on puisse mettre l'accent sur la possibilité que tout le monde ait une première dose le plus tôt possible. Je pense que franchement, on en voit les résultats quand on regarde les cas diminuer, l'hospitalisation diminuer, c'est qu'on a vraiment été capable de percer et de vraiment essayer d'inonder le marché canadien le plus tôt possible avec au moins une dose. Puis ensuite, maintenant qu'on commence à franchir ces seuils-là de 60-70% de personnes qui ont une première dose, mais là, on va venir rattraper avec la deuxième dose et c'est vraiment là-dessus qu'on s'est penché. Et ça, à la lumière des conseils de ce comité d'experts-là. Une des sorties les plus récentes du conseil, pas du conseil, mais du comité plutôt, c'est de publier des recommandations sur ce qu'on appelle l'interchangeabilité. Donc, je sais que ça a préoccupé plusieurs personnes, les différents types de vaccins et les différentes marques de vaccins qui étaient sur le marché canadien. On a du AstraZeneca, on a du Pfizer et puis on a du Moderna. Et suite à des études dans plus qu'un pays et l'étude de ces études par le comité consultatif, ils sont venus à recommander, je pense que c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, que tous les gens qui ont eu une première dose d'AstraZeneca, si la prochaine dose n'est pas disponible, c'est tout à fait légitime et bon et conseillé d'accepter une deuxième dose qui serait du type Moderna ou Pfizer. Et puis, qui sont les vaccins là, de ARN messager, qui sont les types les plus novateurs. Et puis aussi, je pense qu'il avait déjà mentionné ça, mais c'est bon de le rappeler, que l'interchangeabilité entre le vaccin Pfizer et Moderna était déjà quelque chose qui n'était pas déconseillé, disons. Avec l'approvisionnement qu'on a en place, si votre deuxième vaccin était retardé pour une raison ou une autre, l'autre vaccin du ARN messager était tout à fait aussi bon. Donc, je pense que ces études-là et ces conseils-là qui ont été donnés à l'ensemble des administrations, donc les 13 provinces et territoires, ont fait en sorte qu'on a pu vraiment continuer à accélérer et continuer à offrir le plus de doses le plus tôt possible parce que je ne l'ai peut-être pas dit du début, mais ça se comprend et c'est vraiment pas difficile à lire entre les lignes. C'est une question de rapidité. Le plus tôt possible qu'on peut donner les vaccins aux gens de façon qui sont indiquées et recommandées, le mieux qu'on est à même de vraiment commencer à réduire les cas et les hospitalisations et de vraiment, espérons, commencer à voir la lumière au bout du tunnel. Puis ça, je pense que c'est peut-être une expression qui est souvent trop employée, mais dans ce cas-ci, je pense que les gens en ont vraiment hâte de voir la lumière au bout du tunnel. Si on peut aller à la diapo 7, juste pour parler un peu du rôle du secteur privé. Je sais qu'on est très, très conscient, puis encore, comme j'ai dit tantôt, c'est quelque chose qui nous motive au quotidien. On est très, très conscient que c'est les communautés, c'est les paroisses, c'est les compagnies, c'est les entreprises. C'est vraiment au niveau individuel et communautaire que les grandes retombées se sont faites sentir du début et encore aujourd'hui. Donc, très conscient de ce que ça peut représenter pour vous comme chef d'entreprise dans vos communautés. Je pense que vu ça, on le voit partout au pays, les entreprises et les chefs des entreprises dans tous les secteurs des affaires ont vraiment été des leaders, ont encouragé leurs employés, ont encouragé leur communauté, sont devenus des joueurs actifs dans leur communauté pour essayer d'encourager les gens à se faire vacciner. Je pense reconnaissant que c'est un des grands pans, un des grands outils qu'on a dans notre coffre à outils
par rapport à vraiment atténuer les effets de la pandémie. On voit des compagnies, on voit des entreprises qui offrent des congés payés pour les employés qui doivent s'absenter pour aller se faire vacciner, les employés qui parfois, pour une journée ou deux, se sentent pas très bien après la vaccination. Et pour avoir eu ma première dose de Pfizer, je dois dire que oui, la première journée, c'était un petit peu déstabilisant, mais ça s'est replacé et je suis très, très content d'avoir mon premier vaccin et j'ai très hâte d'avoir mon deuxième. Donc, on voit beaucoup le rôle et on voit les entreprises et les chefs d'entreprise qui ont vraiment pris la balle au bon et sont devenus vraiment des leaders au niveau communautaire pour encourager les gens, offrir aux employés cet espace-là pour y aller et même aller se faire vacciner. Et même d'autres, certains, dépendant des provinces, dépendant des communautés, ont été même des participants actifs dans l'administration, prêter leur lieu, prêter main forte, leurs bénévoles, les gens qui pouvaient libérer dans leur main-d'œuvre, qui sont venus aider comme bénévoles pour les cliniques de vaccination de masse. Donc, très, très, très apprécié. Et puis, je pense que ça a été ça qui a été le projet de société, pour employer peut-être la mauvaise expression, qui a permis vraiment décupler les forces sur le terrain qui existaient, disons, au niveau provincial et territorial déjà. C'est venu apporter tellement main forte et je pense que ça aurait été impossible sans ça. Je l'ai vu moi-même, puis pas pour dire que c'est représentatif, mais dans mon cas, au niveau anecdotique, voir les arénas de curling et les arénas municipales pour les joueurs de hockey remplis de bénévoles qui font circuler tout le monde. C'était difficile de ne pas être un petit peu émotif. Donc là-dessus, un grand remerciement et aussi, je voudrais, c'est un petit peu moins mon territoire, mais aussi le dépistage. Je sais que les entreprises ont beaucoup travaillé à grande et à petite échelle pour encourager les employés là, à se soumettre à des tests de dépistage. Encore une fois, un des grands pans de l'ensemble de la stratégie contre la pandémie. Et puis d'autres qui ont participé dans des initiatives plus spécifiques comme Plus vite tous ensemble, Faster Together, je crois en anglais, des initiatives, le grassroots, comme on dit, menées par des entreprises et des syndicats pour renforcer la confiance à l'égard du vaccin. Puis ça aussi, c'est très, très, très apprécié. Je pense que pour Plus vite tous ensemble, on parle de 60 entreprises qui sont membres. Donc, c'est vraiment, juste pour résumer, ça a été un effort sociétal et les entreprises ont vraiment eu leur rôle à jouer là-dedans. Et puis, si je peux terminer pour laisser quelques minutes pour questions et réponses, et je suis désolé si j'ai passé un peu trop de temps sur mon introduction, mais si on peut aller à la diapo 8, juste pour donner quelques conseils ou ressources plutôt, je devrais dire, à votre membership. Je pense que c'est à cette diapo et peut-être même, c'est ça là, des ressources quant à vos discussions avec vos employés, votre membership. Quelles sont ces ressources-là qui sont utiles, en particulier là, pour les conseils qui comprennent des outils d'atténuation des risques pour les lieux de travail, les entreprises, quand on a des activités pendant la pandémie, parce que c'est bien que certains ont été un peu atterris, d'autres ont été obligés de continuer, surtout dans les services critiques et essentiels. Comment est-ce qu'on continue nos opérations dans un contexte qu'on n'a jamais vu auparavant? Donc, il y a des ressources là. Et puis aussi, ces ressources-là, selon moi, vont devenir de plus en plus importantes au cours des prochains mois parce qu'on va voir les provinces et les territoires et on le voit déjà. On le voit en Ontario avec, je pense que c'est vendredi, où on commence à adapter les mesures restrictives en matière de santé publique. On va voir ça de plus en plus. On l'espère parce que c'est un reflet de plus en plus de contrôle qu'on a sur la pandémie, on espère. Et de plus en plus qu'on lève ou on adapte ces mesures-là, je pense que ça va devenir de plus en plus important encore là, de s'outiller parce que ça va être le retour des employés, ça va être de comment travailler avec les employés dans un nouveau monde. Donc, comment est-ce qu'on va s'outiller pour ça? Il y a quelques-unes de ces ressources-là qui sont là. Et puis, j'aimerais juste dire en fin de compte de juste
vraiment vous remercier. Les entreprises et votre membership, vous avez été des ambassadeurs de la vaccination pendant l'ensemble de la campagne et puis on vous encourage de continuer. On multiplie nos efforts quant aux communications. Madame la docteure Tam est devant les caméras très, très régulièrement pour renforcer ces messages-là, les grands messages, mais on sait que ça peut rejoindre juste une petite portion de la population. Comment je dirais ça, votre rayonnement et votre présence sur le terrain partout au pays, c'est vraiment là-dessus qu'il faut miser. Et puis, on vous remercie beaucoup, on remercie votre membership. Et comme la Dr Tam a annoncé il y a quelques semaines, en se rendant à 75% de la population, première dose, 20% deuxième dose au printemps, on va pouvoir tranquillement être en mesure de commencer à assouplir les mesures et puis en travaillant avec les provinces et territoires. Et puis, très content de savoir qu'on a aussi l'approvisionnement en matière de vaccins pour, espérons, continuons, se rendre à 75% de la population avec même une deuxième dose d'ici l'été, début automne, pour commencer encore de plus en plus là, à minimiser là, les mesures restrictives. Mais ça, on espère, ça c'est l'objectif, ça c'est la vision. Entre-temps, on continue d'écouter nos autorités locales quant aux mesures en place, on continue à porter nos masques, on continue à pratiquer la distanciation sociale et on continue à se laver les mains, etc., etc., et écouter nos autorités en matière de santé publique. Donc avec ça, je retourne à notre président. Merci, Monsieur Joyal, pour cette présentation. On a quelques minutes pour prendre quelques questions. Alors, je vais sans plus tarder commencer. Donc, lorsque le premier vaccin a été introduit, les fournisseurs ont conseillé d'obtenir la deuxième dose à l'intérieur d'un mois. C'était peut-être même un petit peu plus tôt dans certains cas. Maintenant, on attend 3-4 mois. Donc, quel type de test a été fait et qu'est-ce qu'on devrait suivre comme conseil au niveau des fournisseurs pour c'est quoi le temps idéal qu'on devrait au fond suivre pour avoir la deuxième dose? Franchement, je pense qu'il faut vraiment aller sur le site là, du Comité consultatif canadien sur l'immunisation. Je pense que c'est vraiment la meilleure source au niveau national quant au conseil par rapport à la question que vous avez là. Mais il ne faut pas oublier, ce sont des conseils nationaux, c'est la vue d'ensemble et c'est d'essayer de donner un certain encadrement aux différentes stratégies, aux différents plans qui s'articulent au niveau provincial, territorial et local à l'échelle du pays. Donc, je pense que ça donne un peu une vue d'ensemble, mais chaque chef des soins de santé, ou pas des soins de santé, mais chef de la santé publique dans les provinces articule à partir de ces recommandations-là la stratégie provinciale ou territoriale. Donc, se retourner vers les autorités, tant au provincial qu'au niveau local, à savoir quel est vraiment l'intervalle optimal, si je peux dire. Puis ça, c'est parce que la pandémie s'articule de façon différente ou se vit de façon différente dans une région que dans une autre. Les hotspots sont différents d'une place à l'autre. Les différentes modalités par lesquelles on administre les vaccins sont différents d'une place à l'autre. Donc, il faut être assez sensible à ça et être capable de réagir par rapport à comment continue à se vivre la pandémie et comment le virus se propage, oui ou non. Donc, c'est pour ça que c'est un peu difficile d'arriver avec une réponse hyper arrêtée. C'est un petit peu, ça dépend de la région. Donc, c'est pour ça que vous avez les autorités locales et provinciales territoriales qui sont à regarder ça tous les jours et d'optimiser un peu la stratégie en fonction de ça. Et donc, si je comprends bien, l'intervalle entre les deux doses va varier selon la région. Et donc, si on a quelqu'un sur le webinaire aujourd'hui qui est au Québec et si on a quelqu'un qui est au Nouveau-Brunswick, on peut s'attendre à ce que les intervalles soient différents. C'est bien ça? Ils peuvent être différents.
Très bien. Bien, merci pour cette réponse. Et encore une fois, une question ici là, sur la vaccination, évidemment. Est-ce que c'est préférable de faire les 2 doses du vaccin avec la même marque, avec le même produit? Mais je pense que c'est ça le commentaire que j'ai fait plus tôt par rapport au conseil du Comité consultatif canadien sur l'immunisation qui s'est penché sur cette exacte question-là et a émis des recommandations, je pense que c'est la semaine dernière, sur l'interchangeabilité. Donc, selon les études qu'eux ont étudiées à l'international, ils sont venus à un point où est-ce que la recommandation est dans l'absence de l'autre dose, donc si vous aviez un Moderna et vous attendiez un autre Moderna, mais que ça présente dans un intervalle qui est prescrit et qui est recommandé, une dose de Pfizer, allez-y avec la dose de Pfizer. J'ai pris ces deux-là comme exemple, mais en tout cas. Très bien, merci beaucoup. Ici, je vais poursuivre avec une autre question là, sur les effets, au fond, à long terme des vaccins. Est-ce qu'il y a des études, est-ce qu'il y a des travaux qui ont été faits pour essayer de voir s'il y avait des effets à long terme des vaccins, s'il y avait des implications ou complications qu'on pourrait éventuellement anticiper, là. Donc, on le voit, par exemple, à court terme avec celui de AstraZeneca, je crois, là. Donc, mais sur le long terme, est-ce qu'il y a des études également qui ont été faites, là? Là-dessus, je pourrais peut-être demander aussi à Carrie si elle voulait venir bonifier mes commentaires, mais ce que je dirais là-dessus, c'est à ne pas oublier que ce sont de nouveaux vaccins. Donc, l'étendue ou la période sur laquelle on peut étudier exactement cette question-là que vous me posez, c'est à partir du moment où il y a eu une première dose qui a été, administrée dans le monde. Et puis là-dessus, oui, absolument, l'ensemble des gouvernements et l'ensemble des organisations là, qui s'occupent de la surveillance des vaccins, dont l'efficacité des vaccins dans un monde réel, comme on dit, se penche ces questions-là tous les jours. Et c'est pour ça que toutes ces études-là sont extrêmement suivies. Et puis, il y a des systèmes de dépistage incidents d'innocuité ou de sûreté du vaccin qui font en sorte que une fois que ces choses-là sont détectées, bien, ils sont mis ensemble et ils sont à étudier, à savoir est-ce qu'il y a une corrélation ou est-ce qu'il y a une relation entre l'administration du vaccin et cet incident de sécurité-là. Donc, ces choses-là, tout à fait, se produisent. Et puis, ce que je voulais ajouter là-dessus par rapport à cette question-là, c'est aussi de se souvenir que le Canada se doit d'être fier de son système à Santé Canada, le système de réglementation des vaccins et des médicaments. Le système d'études des données des compagnies est très rigoureux, est au plus haut standard à l'international, avant même que le vaccin soit autorisé pour être mis sur le marché canadien. Donc là-dessus, bien que les gouvernements ont pris des décisions pour essayer ont pris des décisions pour augmenter les ressources, prendre les données en temps réel pour essayer d'étudier les propositions de vaccins ou les candidatures de vaccins le plus tôt possible. Comment dirais ça? On n'a pas coupé les coins. Tout le monde, on n'a pas coupé ce rond. Les études qui devaient se faire se sont faites. L'étude de ces études-là se sont faites et avant même que les vaccins aient accès au marché canadien. Carrie? Oui, Martin, ton réponse est excellente. Alors, je peux ajouter de même que nous n'avons pas les études de long terme. Alors, nous avons des systèmes de surveillance pour déterminer, pour surveiller les changements dans la santé de la population. Alors, maintenant, nous avons plus de 2 milliards de personnes au monde qui ont eu le vaccin contre la COVID-19. Alors, c'est l'évidence ou les preuves actuelles. Alors, il y a beaucoup d'études qui sont courantes, actuelles, mais nous n'avons pas les résultats concernant les effets de long terme. Alors, nous avons
la connaissance concernant les impacts de COVID-19. Alors, nous avons les données concernant les morts, les maladies sévères. Alors, ça, c'est les preuves qu'on doit utiliser pour informer notre décision et choix personnel. C'est clair que l'impact de COVID-19 est plus grave. Le risque est plus élevé que les risques des vaccins. Alors, c'est un choix personnel, individuel, mais l'évidence et les données continuent d'élargir dans les semaines et les mois prochains. Bien, écoutez, merci beaucoup, Madame Robinson. Merci beaucoup, Monsieur Joyal. Vous avez pour 30 minutes. On a dépassé de 1 minute. Alors, comme on dit, time is up. Mais je voudrais vous remercier énormément pour votre présentation, vous et les membres de votre équipe. Et puis également de votre disponibilité à répondre à quelques questions. Je rappelle que la présentation de M. Joyal ainsi que la période de questions d'aujourd'hui avec nos invités va être disponible sur notre site web, sur notre plateforme YouTube. La présentation va vous être envoyée très bientôt. Donc, vous allez pouvoir réécouter la présentation et également, vous allez pouvoir passer chacune des diapositives qui a été présentée par M. Joyal. Il y a un certain nombre d'entre elles qui n'ont pas été présentées à l'écran, donc vous allez pouvoir passer ça tranquillement. Et si vous avez évidemment des questions, vous pouvez nous contacter. À ce moment-là, on fera le suivi afin de répondre le plus adéquatement à vos questions. Et donc, M. Joyal, Mme Robinson, encore une fois, merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. Et nous, de notre côté, on va poursuivre avec le webinaire. Alors, encore une fois, merci et bonne fin de journée. Merci pour vos efforts. Merci. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Et donc, Jean-Marc et moi allons poursuivre et allons vous présenter quelques mises à jour. Je vous rappelle évidemment notre engagement comme à chacun des webinaires. Ça se peut qu'on ne soit pas capable de répondre à toutes vos questions, mais auquel cas, on vous invite évidemment à aller sur le site ou encore appeler nos conseillers, nos conseillères aux entreprises, puis on va faire tout ce qu'on peut pour vous aider. Il y a beaucoup d'annonces, il y a beaucoup de changements, donc on garde le site web le plus à jour possible, mais ça se peut des fois qu'on ne soit pas toujours en mesure de répondre spécifiquement à toutes les questions et donc des fois, il faut prendre le temps de bien colliger l'information, mais en tous les cas, visitez notre site, appelez-nous et puis on va vous aider au meilleur de nos capacités. Et je le répète aussi à chaque webinaire, gardez un registre des informations importantes qui concernent les décisions que vous avez prises et que vous allez continuer à prendre dans le contexte de la pandémie. Ça pourrait s'avérer fort utile une fois qu'on aura tourné la page, une fois que la crise sera terminée. Maintenant, brièvement, je vais vous présenter au fond quelques mises à jour. Les demandes du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, le QEC, les demandes qui sont en attente vont être finalement traitées. Donc, les demandes de majoration de 20 000 qui ont été ceux qui ont fait des demandes pour la majoration de 20 000 qui ont reçu un message de soumettre des renseignements supplémentaires, vont être contactés par leur institution financière. Elles ont été contactées à partir de la semaine dernière, donc soyez avisés que si ça vous concerne, vous serez contactés sous peu si ça n'a pas déjà été fait. Si vous êtes un de ces demandeurs, on vous demande au fond d'attendre que l'institution communique avec vous pour qu'elle puisse vous expliquer la suite des choses et la procédure. Je ne pense pas qu'appeler vous-même va accélérer la demande. Donc, c'est préférable d'attendre, mais
vous pouvez quand même vous mettre en contact avec un des représentants de votre institution là, pour s'assurer que ceux-ci soient au courant que vous attendez leur appel et s'il y a des suivis à faire, d'avoir une bonne relation avec votre gérant de compte, c'est toujours mieux. Au bas de l'écran, vous avez 3 petites cases importantes avec des nouvelles dates limites. Je vais vous les mentionner, mais évidemment, peut-être que vous allez oublier un certain nombre de ces dates-là. Donc, je vous invite vraiment soit à aller sur le site web du QEC ou encore sur le site web de la FCEI. Vous allez pouvoir trouver ces dates-là ou encore de revisiter la présentation une fois que vous allez la recevoir. Mais donc, les nouvelles dates du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, là, donc pour les demandeurs existants sous le volet des dépenses non reportables, pour soumettre des documents, la nouvelle date limite, c'est le 14 juillet. Puis si vous deviez resoumettre des documents, la nouvelle date limite serait le 3 septembre. Pour les demandeurs de la majoration de 20 000 qui doivent soumettre des renseignements supplémentaires concernant leur numéro d'entreprise, la nouvelle date limite pour faire ça, c'est le 20 août 2021. Puis pour les demandeurs de la majoration du 20 000 qui doivent, au fond, rétablir leur admissibilité et faire une application au volet des dépenses non reportables, il y aurait la date, c'est le 16 septembre pour soumettre vos documents et le 17 octobre pour resoumettre vos documents. Donc, je comprends que c'est beaucoup de dates puis beaucoup de distinctions à se rappeler, mais comme je vous le dis, l'information est en ligne. Allez voir ça et assurez-vous que si vous êtes en attente pour la majoration du 20 000 là, dans le contexte de votre demande pour le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, ces nouvelles dates-là sont très importantes pour vous. Je vous rappelle également que le programme de crédit aux entreprises et le programme de crédit pour les entreprises des secteurs très touchés, vous avez les acronymes ici à l'écran. Les 2 programmes ont été prolongés jusqu'au 31 décembre. Ça devait se terminer au mois de juin, mais c'était prolongé jusqu'à la fin de l'année. Donc, allez voir en ligne quels sont les critères d'admissibilité et si vous êtes admissible, évaluer si vous souhaitez ou non faire une demande. Et si c'est le cas, sachez que ces 2 programmes-là sont disponibles, sont prolongés jusqu'à la fin de l'année. Et avant de laisser la parole à mon collègue Jean-Marc, je veux juste vous dire qu'en terminant, il y a les diapositives 30, 31 et 32 de la présentation d'aujourd'hui qui sont en annexe, qui contiennent beaucoup d'informations sur les mesures de restriction qui sont imposées aux entreprises dans les autres provinces. Donc, si vous avez une place d'affaires en Alberta, en Colombie-Britannique, si vous avez une place d'affaires au Nouveau-Brunswick ou ailleurs au pays, ces diapositives-là vont vous donner les grandes lignes des mesures de restriction qui sont en place dans ces provinces-là. Notre site web a beaucoup d'informations et nos conseillers sont évidemment là pour vous aider si vous en avez besoin. Donc, c'est tout pour la mise à jour fédérale de cette semaine. Je vais laisser la parole à mon collègue Jean-Marc. Merci beaucoup, Jasmin. Et puis, comme tu l'as mentionné, si vous avez des questions par rapport au CUEC, n'hésitez pas à appeler nos équipes au 1-888-234-2232. On a des conseillers qui pourront vous aider avec vos questions. Alors, au Québec, bonne nouvelle, depuis lundi, on a plus de zone rouge au Québec. La province a maintenant divisé en 3 couleurs, donc 3 zones, verte, jaune et orange. Mais attention, les choses vont très vite. Alors, si on peut aller à la prochaine diapo, qu'est-ce que ça veut dire d'être en zone verte?
On ne va pas aller sur toutes les lignes. Une chose que je vais vous demander de faire, vous pouvez cliquer sur la carte qu'on a vue précédemment. Elle va vous emmener vers le site de la santé publique et vous allez pouvoir filtrer par municipalité et par secteur d'activité pour voir les restrictions qui s'appliquent à vos activités. Mais les grandes lignes ici, dans les zones vertes, les restaurants et les bars peuvent accueillir un maximum de 10 personnes par table ou ou des occupants de 3 résidences privées différentes. On peut aller à la prochaine diapo. Dans les zones jaunes, dans les lieux publics, les restaurants sont ouverts. Les occupants de 2 résidences privées peuvent, eux, partager la même table et les bars sont ouverts avec certaines conditions. Faut comprendre que pour certaines des conditions, elles sont élaborées sur le site de la santé publique en allant sur le lien qu'on a mis dans la diapo. Mais juste pour donner un exemple, une des conditions, c'est 50% de votre permis d'alcool. Donc, si par exemple, vous avez une capacité à travers votre permis d'alcool d'accueillir 10 personnes dans votre établissement, ça veut dire que vous devez accueillir seulement 5 personnes, par exemple. Si vous avez des questions qui sont très pertinentes à votre secteur d'activité, encore une fois, contactez mon équipe. On a 5 conseillers spécialisés avec le Québec et on a aussi un contact à la santé publique pour les questions pertinentes. Alors, n'hésitez pas à nous contacter pour ces questions-là. Alors, on peut aller à la prochaine diapo. Alors, la zone orange. Comme j'ai dit, les choses avancent très vite. À partir de lundi, la grande majorité des zones au Québec passeront à la zone jaune. Donc, zone orange, c'est cette semaine. À partir de lundi, la grande majorité des municipalités passeront déjà à la zone jaune à partir du 14 juin. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour l'instant? Pour les bars qui sont en ce moment fermés, à partir de vendredi, à partir du 11 juin, vous allez pouvoir, si vous avez une terrasse, ouvrir cette terrasse. Donc, vous allez pouvoir accueillir des clients pour la fin de semaine et à partir de lundi, ouvrir votre bar à capacité de 50% de la capacité de votre permis d'alcool. Donc, des bonnes nouvelles à ce niveau-là. Encore une fois, au niveau orange en ce moment, pour les restaurateurs, vous pouvez accueillir 2 personnes un maximum par table, sans compter les mineurs d'une même résidence. Donc, certains assouplissements qui ont été faits à ce niveau-là au niveau des différentes zones. Donc, on peut passer à la prochaine étape, à la prochaine diapo. Les programmes de soutien ne s'arrêtent pas avec le déconfinement qui est en pleine marche. On a encore des programmes de soutien au Québec. Alors, pendant la pandémie, on a eu le POPME, le programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, et on a eu le pacte. Donc, le POPME vous permet d'emprunter un maximum de 50 000 $. Et le pacte vous permet d'aller chercher un peu plus de 50 000 $. Les 2 programmes ont les mêmes modalités de remboursement et le même taux d'intérêt et aussi les mêmes prérequis pour l'admissibilité. Pour l'instant, le gouvernement n'a mis aucune date limite sur ces programmes-là. Alors, je vous conseille pour le POPME d'approcher votre MRC et pour le pacte, il est administré par Investissement Québec. Vous avez les liens directement pour les demandes sur cette diapo et vous pouvez aussi toujours contacter nos conseillers aux entreprises pour qu'ils vous aident. On va passer à la prochaine diapo. Alors, pour le pacte et le POPME, on comprend qu'il est difficile pour les entreprises d'aller chercher encore un autre prêt. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de l'aide aux entreprises en région maximale, le gouvernement avait mis ce programme-là en place pendant la trêve hivernale quand il y a eu les fermetures un peu partout dans la province. Vous êtes capable toujours d'appliquer pour ces programmes-là si vous avez déjà fait appel au pacte ou au POPME à date du 1er octobre 2020. Donc, c'est un pardon qui va s'appliquer à votre prêt jusqu'à un maximum de 80% du montant que vous avez octroyé à l'intérieur de ces 2 programmes-là. C'est quand même très intéressant. Par contre, si vous avez fait appel à la subvention salariale ou à la subvention au loyer, cela peut venir amputer un peu au montant que vous pouvez réclamer dans le cadre du pardon que vous pouvez recevoir au niveau de l'ARAM. Alors, approchez votre MRC ou Investissement Québec pour plus de détails.
mais ce programme-là est toujours ouvert et il couvre les périodes d'octobre 2020 à février 2021. Alors, si on peut passer à la prochaine diapo. Pour les entreprises qui sont dans le secteur du tourisme, vous avez vraiment souffert pendant la crise, on vous entendait, on a beaucoup parlé avec vous, on a beaucoup cherché des solutions pour vous et on continue à le faire. On a fait des représentations spécifiques à votre industrie aussi. Et le gouvernement a mis en place un programme d'aide spécifique à votre industrie. Alors, si vous avez un hébergement touristique de 4 chambres ou plus, ou si vous avez une agence de voyage, vous pouvez bénéficier d'une remise sur le programme POPME. Donc, si vous avez reçu le POPME, vous pouvez aller chercher jusqu'à 40% de remise sur le montant que vous avez emprunté. D'accord? Au niveau de l'admissibilité, comme j'ai dit, pour les hébergements touristiques, il faut avoir un minimum de 4 chambres ou plus. Pour les agences de voyage, il faut s'assurer qu'on a une licence qui est à jour avec l'OPC, avec l'Agence de protection du consommateur. Et ces licence générale d'agent de voyage, licence restreinte d'agent de voyage et ou le permis d'agent de voyage. Donc, c'est un peu les prérequis pour ce programme-là. Pour un point que j'ai oublié de mentionner, pour les hébergements touristiques, il faut pouvoir s'inscrire à Bonjour Québec. Alors, on va passer à la prochaine diapo. L'équipe du Québec fait beaucoup de représentations pour vous. Et mon équipe et les conseillers aux entreprises prennent beaucoup de témoignages, mais ça nous prend aussi des signatures. Et la pétition qu'on a mise en ligne à travers cette diapo, vous allez pouvoir aller signer et si vous voulez nous aider à mettre encore plus de pression sur le gouvernement pour qu'ils améliorent les conditions des PME dans le contexte de la pandémie, mais aussi dans le contexte de la relance. Alors, allez vous exprimer sur cette pétition-là et n'hésitez pas à contacter les ressources d'entreprise. Nous sommes là pour vous soutenir, pour vous aider, pour recueillir vos témoignages, pour vous aider à démêler tout ce qui est complexe au niveau de la paperasserie gouvernementale et vous aider à naviguer tout ça en bonne et due forme. Donc, c'est un peu tout pour moi aujourd'hui et je suis vraiment heureux de participer à ce webinaire-là et puis prendre vos questions. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup à Jean-Marc. Je suis content qu'il y avait la diapositive sur les pétitions parce que sur le site de la FCI, vous allez trouver la pétition que Jean-Marc a présentée. On a aussi des pétitions qui s'adressent au gouvernement fédéral, donc la pétition COVID, donc pour demander au gouvernement de s'assurer que les programmes d'aide qui sont en place le demeurent tant et aussi longtemps que c'est nécessaire, tant et aussi longtemps, au fond, que les entreprises ne pourront pas réouvrir à la pleine mesure de leur capacité, servir leur clientèle en personne, qu'on ait les frontières ouvertes, en fait, que tout se passe comme c'était le cas avant la pandémie. Donc, sur le site, il y a cette pétition-là, il y en a plusieurs autres, puis c'est vrai ce que Jean-Marc disait, vos signatures, ça nous aide beaucoup dans notre travail de représentation auprès des élus. On a envoyé une lettre l'autre jour à la ministre Freeland sur un dossier en particulier, puis là, on a pris le nombre de signatures qu'on avait, on a mis ça dans la lettre, donc on utilise beaucoup nos pétitions pour démontrer à quel point ce sont des enjeux qui sont importants pour les propriétaires de PME partout au pays. Donc, prenez 2 minutes, allez sur le site, signez les pétitions, ça nous aide énormément. Puis, je veux partager avec vous une nouvelle de dernière minute avant de passer à la période de questions. Là. Donc, le gouvernement fédéral a confirmé que l'obligation de séjourner à l'hôtel au retour d'un voyage à l'étranger, que la quarantaine obligatoire à l'hôtel pour les gens qui sont de retour d'un voyage à l'étranger prendra fin au début du mois de juillet pour les Canadiens entièrement vaccinés contre la COVID-19. Donc, si vous avez reçu 2 doses et que vous avez fait un voyage à l'étranger,
vous n'aurez pas à faire la quarantaine à l'hôtel. On n'a pas tous les renseignements, ça vient tout juste d'être annoncé. On va en savoir davantage sur toutes les dispositions dans les jours, dans les semaines qui s'en viennent, mais on voit là que les choses commencent à changer et que plus les gens vont être vaccinés, ben, plus il va y avoir un retour progressif. Je vais y aller maintenant avec certaines questions. Donc, celle-là, je vais te laisser Jean-Marc y répondre. Nous avons un employé qui ne croit pas au vaccin pour différentes raisons. Quelles mesures devons-nous prendre pour en discuter avec lui? Ben, au niveau du vaccin, il faut faire très attention à ne pas créer deux classes d'employés, les employés vaccinés et les employés pas vaccinés. Donc, si l'employé n'y croit pas, c'est son plein droit. La première chose à faire, c'est dans la discussion, c'est d'implémenter une politique de vaccination qui pourra gouverner, en fait, justement, les employés vaccinés et ceux qui ne le sont pas. Tout en suivant les ordonnances qui ont été données par la santé publique. Vous avez, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de changement au niveau des protections individuelles, que ce soit le port du masque ou le plexiglas ou la distanciation de 2 mètres. Donc, vous pouvez continuer à observer ça. Malheureusement, vous ne pouvez pas changer la vie de l'employé s'il n'y croit pas. Vous pouvez toujours construire des incitatifs, des journées vacances ou des journées payées pour inciter les employés à aller se faire vacciner. Mais malheureusement, si votre but, c'est que tout le monde soit vacciné, vous ne pouvez pas forcer l'employé à changer d'avis. Donc, tout c'est dans une discussion de sensibilisation. Il y a aussi de la documentation qui a été fournie par la santé publique qui peut être utilisée aussi dans votre discussion pour démontrer un peu les différents effets du vaccin, si l'employé a peur, etc., etc. Donc, utilisez ça et appelez-nous aussi. On a une politique spécifique pour la vaccination qui pourra vous aider dans la discussion avec les employés vaccinés et ceux qui ne sont pas. Merci beaucoup, Jean-Marc. Encore une fois, ici, là, une question pour laquelle tu vas pouvoir offrir réponse. Là. Comment devons-nous gérer le fait qu'un certain nombre d'employés ne veulent pas se faire vacciner? Et le fait est qu'il y a des employés vaccinés qui demandent, qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire avec ces cas-là. Donc, c'est quoi la meilleure pratique pour les cas comme ça? Là? Ben déjà, la première chose très, très importante, je sais que les employés parlent entre eux, s'échangent d'informations, mais gardez une chose en tête, c'est que la communication de qui s'est vacciné et qui ne s'est pas fait vacciner doit rester entièrement privée. Vous n'êtes pas supposé partager cette information-là. Bon, les employés discutent entre eux, malheureusement, souvent, on le sait. La première chose à faire, c'est de sensibiliser ceux qui sont vaccinés à comprendre que on ne peut pas forcer certains employés à se faire vacciner et que vous allez continuer à respecter les mesures santé-sécurité en milieu de travail telles qu'elles ont été recommandées par la santé publique parce que elles vont continuer à être recommandées, en tout cas jusqu'à ce qu'on arrive à 75%. Et puis même là, il y aura une autre discussion qui va se mettre par rapport à la santé-sécurité au travail. Donc, la seule chose à faire, c'est que pour les employés qui s'inquiètent qu'il y a d'autres employés qui ne sont pas vaccinés, c'est de les rassurer qu'on a mis des mesures de santé-sécurité au travail qui doivent être respectées par tout le monde, vacciné ou pas vacciné. Et pour ceux qui ne veulent pas être vaccinés, il va falloir mettre l'accent sur les mesures de protection individuelle telles que la distanciation sociale, le port du masque et le plexiglas et le lavage des mains. Il n'y a rien qui change. Je pense que c'est ça qu'il faut comprendre. Au niveau de la santé et sécurité en milieu de travail, il n'y a rien qui change. C'est la même chose qu'on a vécu depuis les 15 derniers mois.
les mesures de sécurité sont là pour protéger tout le monde, vacciné ou pas vacciné. Et aussi, si je peux rajouter, les gens qui ont un certain nombre de questions là, sur certaines des politiques et qu'est-ce qu'on peut faire comme entrepreneur et chef d'entreprise. On a eu un webinaire il y a quelques semaines avec une firme spécialisée en ressources humaines, les avocats de Loranger Marcoux. Donc, le webinaire est sur notre site web. Eux ont présenté un certain nombre de conseils et si vous avez le temps, ben, vous pouvez retourner voir leur présentation là, qui dure à peu près 30 minutes. Et il y a beaucoup d'informations aussi là, sur, comme Jean-Marc le disait, une politique interne, puis différentes choses qui peuvent vous aider en tant que chef d'entreprise. Oui, c'est un très bon webinaire. Juste pour ajouter, Jasmin, une partie de ce webinaire-là, vous allez comprendre, ça va vous donner des arguments pour la discussion au niveau du vaccin, de pourquoi vous ne pouvez pas rendre ça obligatoire si vous avez des employés qui vous poussent à le faire. Merci de cette précision-là, Jean-Marc. Et ça fait environ peut-être 4 ou 5 semaines de ce webinaire-là. Donc, vous allez pouvoir le trouver là, dans la liste de nos récents webinaires. Bon, il nous reste peu de temps, mais juste une petite question ici là, que je trouve pertinente pour le groupe aujourd'hui, c'est que disons que la personne a reçu une deuxième dose de son vaccin, mais que cet employé-là, la personne a reçu sa deuxième dose et elle l'a reçu et elle a reçu sa deuxième dose, elle a eu 14 jours entre le moment de sa deuxième dose et cette personne-là est entrée en contact avec un cas de COVID. Donc, disons qu'une personne a reçu ses 2 doses et que 2 semaines ou plus tard après, cette personne-là entre en contact avec une personne qui a la COVID. Est-ce que la personne qui a reçu 2 doses doit être retirée de l'entreprise et aller à la maison pour faire une quarantaine? Pour l'instant, la première chose que je veux dire, c'est si vous avez un cas comme ça, appelez-nous 1-888-234-2232, puis nos conseillers aux entreprises se feront le plaisir de vous aider avec ça. Mais une chose à comprendre, c'est que pour l'instant, il n'y a rien qui a changé. La CNESST, au niveau du Québec en tout cas, demande toujours aux employés qui ont été exposés au virus de se mettre en quarantaine. Il n'y a aucune consigne spécifique qui a été donnée pour les employés qui ont reçu toutes leurs doses. Peut-être ça va s'en venir d'ici la fin du mois de juillet, d'ici la fin du mois d'août, peut-être qu'on va arriver à des consignes comme ça. Mais pour l'instant, ça reste la même chose. Donc, on parle de 10 jours de quarantaine et ensuite 2 jours sans symptômes, sans fièvre, excusez-moi, et ensuite un autre 48 heures sans symptômes avant de revenir au travail. Donc, en tout, une quatorzaine. Une quatorzaine, c'est bien dit ça, Jean-Marc. Écoutez, c'est la fin pour notre webinaire aujourd'hui. Je veux remercier nos invités de la santé publique du Canada d'avoir fait leur présentation en début de webinaire. Et j'invite tout le monde à revoir et à lire la présentation qu'ils ont préparée pour nous aujourd'hui. Ils n'ont pas présenté toutes leurs diapositives, donc dans le courriel que vous allez recevoir, vous allez pouvoir lire toutes les diapositives. Suite à ça, si vous avez des questions, appelez-nous. On va essayer de vous aider au meilleur de nos connaissances. Je veux remercier Jean-Marc, je veux remercier Nathalie, je veux remercier Rachel pour leur excellent travail. Et puis donc, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce webinaire spécial et vous allez recevoir donc l'enregistrement d'ici 2 semaines. Et puis, d'ici à notre prochain webinaire, je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Bon courage, continuez votre travail et puis au plaisir de vous retrouver très bientôt. Merci beaucoup. Merci.